Des sensations de picotement, des brûlures, des impatiences. Mais c'est vraiment ce besoin impressible de bouger les jambes qui est significatif, en tout cas qui fait partie du tableau clinique, où là on peut dire effectivement il y a peut-être un syndrome des jambes sans repos. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, ça veut dire à votre santé, bonjour, bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons regarder la santé sous un autre angle avec mon invité Marianne Bunicourt. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de cette invitation. Ça fait un moment que je vous attends, donc ça fait un plaisir que vous soyez là. Vous êtes naturopathe et thérapeute psychocorporelle et vous avez rejoint l'aventure d'un livre qui s'appelle « Le syndrome des jambes sans repos », le guide de santé naturelle pour apaiser les symptômes, aux éditions d'Angle, préfacé par quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs. Très bien, oui. Très bien. Qui est votre mari qui est neurologue. C'est ça, mon mari qui est neurologue et puis qui a été coécrit avec Ronald Marie qui est un patient atteint de ce syndrome. Un patient et journaliste. Qui nous décrit précisément ce qu'il vit. Oui, et très très bien les symptômes. Voilà, depuis des années. Parce que beaucoup de personnes qui souffrent de ce syndrome des jambes sans repos n'ont pas les mots précis pour décrire ce qu'ils vivent. C'est ça. Tellement c'est un syndrome qui pourrait être complexe. Parce qu'il y a une diversité au niveau des symptômes qui peut déjà déranger la personne parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, on n'a pas entendu parler, on n'en parle pas non plus. Et puis même une complexité par rapport à la prise en charge médicale, puisque même si aujourd'hui on commence déjà à savoir quels sont les symptômes et à quoi on peut les associer, il y a encore chez certains médecins des hésitations et pas forcément la première intention ne sera pas forcément d'emmener la personne chez un neurologue. C'est-à-dire, le spécialiste du syndrome des jambes sans repos, c'est le neurologue ? C'est ça, voilà. Ah oui, effectivement, donc ce qui veut dire que ça part de la tête. C'est ça, ça part du système nerveux central. Et dans cet ouvrage, on a le regard justement du neurologue avec tout ce qui est nouveauté en matière de recherche, puisque depuis des siècles déjà. Oui, parce que c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau. On a aujourd'hui, au niveau de la connaissance au niveau du système nerveux central, des informations sur quelles sont les origines, que ce soit une anémie, que ce soit un problème dopaminergique. Et c'est des soupçons ou parce que en l'état actuel de ce que dit la science et des recherches, est-ce que c'est des soupçons qu'on a ? Non. On sait très bien que il y a un problème d'assimilation du fer intracérébral, qu'on a aussi un problème dopaminergique, c'est-à-dire que le corps fabrique trop de dopamine, mais il ne sait pas l'utiliser. Donc ça, c'est déjà prouvé scientifiquement. La recherche là-dessus, c'est acté. On est d'accord que ça pourrait être deux causes qui expliqueraient le syndrome. Des causes avec derrière une inflammation de bas grade. Ça, c'est ce que moi, je vais chercher en naturopathie et que je vais chercher à traiter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'il y a cette complémentarité entre le regard scientifique, le regard du médecin, avec les limites des traitements qu'on peut avoir aujourd'hui en médecine allopathique, et les effets qu'on peut retrouver avec certaines molécules en phytothérapie, en mycothérapie, notamment avec le reishi. Les champignons. Le monde merveilleux des champignons. Alors, le message majeur de ce livre, c'est que si l'on ne guérit pas encore de la maladie de Willis-Eggbom, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. Oui, c'est ça. C'est les deux noms des premiers scientifiques ayant mis un petit peu une étiquette sur ce syndrome. Avant, on appelait ça le syndrome des jambes sans repos, et puis maintenant, on l'appelle le syndrome, voilà. Ouais, bon après... C'est moins facile, hein. C'est ça, c'est plus difficile à dire. Au final, on parle de la même chose. Mais pourquoi syndrome des jambes sans repos ? Parce que c'est vraiment un syndrome qui, au départ, part des jambes. Voilà, des sensations de picotement, des brûlures, des impatiences, comme on les appelle. Voilà, maintenant, on retrouve beaucoup le mot impatience. Mais c'est vraiment ce besoin impressible de bouger les jambes qui est significatif, en tout cas qui fait partie du tableau clinique, où là, on peut dire, effectivement, il y a peut-être un syndrome des jambes sans repos. Alors donc le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, il est possible de vivre avec, apaisé au quotidien et avec une bonne humeur retrouvée. En avant-propos de cette émission, je rappelle que votre livre est un complément à la prise en charge de la médecine allopathique et ne s'y substitue pas. C'est ça. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler et vraiment de comprendre que là, on ne cherche pas à remplacer le traitement allopathique. Si la personne a un traitement allopathique qui lui convient et
Voilà, il n'y a pas raison d'en changer. Par contre, là où c'est complémentaire, c'est qu'on va aller explorer, pas uniquement le le corps physique, hein, mais il y a derrière aussi le syndrome des jambes sans repos. Bon, un stress oxydatif énorme, donc on va aussi pouvoir travailler sur ce stress, sur les problèmes de sommeil, d'endormissement et puis, avoir un regard aussi au niveau psycho-émotionnel, puisque le corps, c'est une cartographie de nos émotions. On a toujours quelque chose à comprendre dès qu'un symptôme se manifeste. Ça, c'est votre partie. Ça, c'est ma partie. Bien. Alors, et on verra avec vous justement comment prendre en charge ce symptôme de façon naturelle. Mmh. C'est un syndrome fréquent. Ouais, alors on estime, voilà, la moyenne, c'est à peu près 8,5 % de la population française qui serait, atteinte par ce syndrome, en sachant que tout le monde ne va pas chercher un diagnostic, parce qu'il y a des personnes qui sont habituées à ne pas, être à l'écoute des symptômes, puis qui continuent leur chemin de vie. Donc voilà, on peut pas, encore avoir un regard, objectif Mmh. sur, le nombre de personnes atteintes en France. Pour l'instant, on est à peu près à 6 millions de personnes, donc c'est quand Mmh. même Oui, quelque chose d'important. c'est pas une maladie rare, hein. C'est ça Pas une qu'on veut maladie vous rare. expliquer. Mmh. Peut-être que vous entendez le nom pour la première fois, mais c'est pas du tout rare. Non, pas du tout. C'est très, très fréquent, que ce soit, mon mari ou moi en consultation, allez, on en reçoit quand même assez régulièrement Mmh. et ce qu'il faut comprendre aussi, derrière ce syndrome, c'est que, voilà, on peut avoir des brûlures, des picotements, que ça peut se passer au niveau des jambes, mais c'est un syndrome aussi, même s'il s'appelle le syndrome des jambes sans repos, qui peut toucher, le ventre, qui peut toucher les bras et quand il s'étend, très fort, peut aussi toucher la bouche. Donc il y a, et c'est d'ailleurs la limite des traitements allopathiques classiques, c'est que, les traitements, dopaminergiques vont provoquer à long terme, même si au départ ils provoquent un soulagement qui est assez radical, à long terme, c'est un traitement qui va provoquer parfois ce qu'on appelle un syndrome d'augmentation. C'est-à-dire que les symptômes qui au départ étaient uniquement localisés au niveau des jambes vont devenir plus importants, mais ils vont s'étendre aussi sur le reste du corps. À Soit cause du traitement? à cause du traitement et bien souvent, la personne va diminuer d'elle-même le traitement et les symptômes, sur le reste du corps vont diminuer, mais ne vont pas, faire disparaître le syndrome des jambes sans repos qui lui va perdurer. Mmh. À noter que de nombreuses personnes qui sont touchées par ce syndrome, hein, n'en ont jamais entendu parler et donc ne savent même pas qu'ils souffrent de ça, hein. C'est ça, et Ils hier ils ont quelque chose, mais ils savent pas quoi, en fait. et c'est marrant parce qu'hier on était en séance de dédicace, chez Cultura et on avait mis une petite affiche avec, les symptômes de ce syndrome et il y a des gens qui regardaient, qui disaient: «Mais en fait, mais c'est ce que j'ai» et qui se posaient la question parce qu'effectivement, on voit que les gens ne vont pas plus loin, en fait, dans la recherche. Ils vont peut-être prendre un Doliprane ou un somnifère parce qu'ils ont du mal à Mmh. dormir, un Doliprane pour la douleur, mais ils vont pas, imaginer que ça puisse être quelque Mmh. chose, d'installé. Mmh. Est-ce qu'on peut le définir précisément, ce symptôme? C'est quoi? C'est des brûlures? C'est des démangeaisons? C'est des pics? C'est quoi? Alors, c'est des sensations désagréables qui provoquent une envie irrépressible et c'est vraiment cette envie irrépressible de devoir bouger. La personne va se lever, va se mettre à marcher, parfois même en se levant, elle va avoir des raideurs et la situation va se normaliser après quelques instants, Mmh. mais c'est vraiment ce besoin irrépressible. C'est-à-dire que la personne est assise dans la journée et la situation devient inconfortable. Alors, les symptômes peuvent être différents. Ça peut être, des brûlures, ça peut être une sensation d'oppression au niveau de la jambe, ça peut être, des, des picotements. Enfin voilà, les sensations peuvent être vraiment bizarres et ce qui est intéressant dans le livre et je pense que ça va vraiment parler, aux personnes qui sont atteintes de syndrome, c'est que Ronald nous en fait vraiment une description très détaillée, mais vraiment très détaillée et lui, je pense qu'il a eu tout, tous les types de symptômes possibles. Donc c'est derrière, c'est l'envie irrépressible de Mmh. bouger. Mmh. Ça, c'est en fait, parce que c'est ça qui soulage? Parce que c'est ça qui soulage, en fait. C'est vraiment ça qui va soulager, c'est-à-dire la remise en mouvement va refaire circuler. Alors, comment on peut l'expliquer au niveau, Va refaire circuler quoi? les les liquides, Non, parce que le sinon sang, parce que voilà. sinon on dirait que c'est une maladie de la circulation du sang. Ouais, C'est pour ça c'est pour ça que je et c'est veux pour ça qu'au ouais, départ, ouais, il y a de nombreux médecins qui proposaient, de des tr vénotonique. c'est ça, Mmh. des traitements pour Mmh. améliorer la circulation sanguine. Alors ça pouvait avoir un effet, mais c'est pareil, c'est transitoire et c'est pas, dans le temps, ça va pas perdurer. Donc oui, il y a cette première hypothèse de dire: «Ben, il y a peut-être un problème de circulation Mmh. sanguine». Mais non, en fait, ça se passe pas là. On est sûr que c'est pas ça?
Ah bah, de toute façon, si vous pouvez essayer un traitement, myotonique, mais si ça marche pas, on sait que c'est pas ça. Alors, c'est localisé quand on dit les jambes, parce que les jambes, Alors c'est long, les jambes. mmh. C'est quoi? C'est les pieds, les chevilles, Alors les mollets, c'est au quoi? départ, ça peut être uniquement les chevilles, les mollets, voilà le bas de la jambe et ensuite, ça peut monter jusque très haut au niveau des cuisses, au niveau du Mmh. pli de laine. Bah, c'est pareil, d'une personne à l'autre, le symptôme va être ressenti différemment et va être localisé aussi, mais voilà, de manière générale, c'est jusqu'à mi-cuisse. Voilà, pouvez être sûr que D'accord. voilà, Ouais. on a déjà Et c'est les un 2 bon signal. jambes, simultanément ou alors ça ne peut toucher qu'une jambe? C'est très rare qu'il y ait, qu'un hémicorps qui soit atteint. Hein? Généralement, c'est l'hémicorps, Les enfin un les côté. Voilà. Généralement, c'est vraiment les 2 côtés. Il y a vraiment une similarité, des symptômes à droite et à gauche. donc c'est symétrique, C'est hein, symétrique. d'accord. Est-ce qu'on sait à quel âge, apparaît la maladie? Est-ce que ça peut toucher les enfants? Alors, ça peut toucher les enfants. C'est-à-dire que cette maladie, il y a 2 formes. Il y a une forme qui peut être héréditaire et là, c'est assez simple de faire un diagnostic quand déjà dans, Mmh. l'arbre généalogique, il y a des personnes atteintes de ce syndrome et dans, cette hérédité, effectivement, on peut trouver des formes précoces. Hier, justement, il y avait une jeune fille d'une vingtaine d'années, une étudiante qui était venue parce qu'elle avait déjà ce syndrome. Après, il y a une deuxième type de ouais, je vais dire de manifestation, mais qui peut être liée à d'autres pathologies. Par exemple, des personnes qui sont dialysées, la femme enceinte, puisqu'on va avoir forcément une anémie. Enfin, pas forcément, mais en tout Mmh. cas, dès qu'il y a une anémie, elle peut provoquer ce syndrome, puisqu'il est lié aussi à une mauvaise assimilation du fer, ou en tout cas une anémie. Je Qui dirais va donc, pardon de vous interrompre, mais qui va donc disparaître à la fin de la grossesse ou qui reste après? normalement, elle disparaît. C'est-à-dire que la personne, si elle a Ouais. réglé son problème d'anémie, il doit disparaître. Hem, Quand on regarde les tableaux cliniques, il y a une variété de symptômes. Simplement, la naturopathie, elle va nous amener à aller chercher la cause de la cause. Et donc là La cause de la cause de la cause et de la cause. et de la cause. Et du coup, ce qu'on regarde, c'est qu'on a vraiment une inflammation de bas grade. C'est-à-dire qu'on a, ce que nous, on appelle une acidose métabolique et puisque de toute façon, quand on regarde l'alimentation, la vie de ces personnes dans leur quotidien, on a un stress qui est quand même assez important et puis une alimentation qui est assez acidifiante. On va revenir puisque vous proposez, des modèles d'alimentation dont une Anti-inflammatoire. de et dopaminique. Oui. Ça m'a intéressé, hein, je peux vous dire. Bien, alors on a du temps, hein, pour parler de ce syndrome, hein, le syndrome des jambes sans repos. Alors on peut dire les, il y a un acronyme, hein. Non? Syndrome des jambes sans repos, non? Oui, Ouais. le Ouais. SJSR, enfin Les gens voilà. les appellent comme ça ou pas? Non. Ah non, c'était pour gagner de la place sur le Ouais, c'est livre? pour gagner de la place Ah sur ouais, le moi livre. j'ai cru que ceux qui étaient concernés disaient oui, le SJSR. Non, les personnes quand elles parlent de leurs symptômes et de leur syndrome, voilà, elles mettent le mot, elles mettent le nom. Et on parle du syndrome des jambes sans repos aujourd'hui avec mon invitée Marianne Bunicourt, qui est naturopathe et thérapeute psychocorporelle, qui a coécrit ce livre qui s'appelle Le syndrome des jambes sans repos, le guide de santé naturelle pour apaiser les symptômes aux éditions d'Angle. Donc c'est une maladie pour laquelle il n'existe pas de traitement, on n'en guérit pas. Ouais. Hein, c'est important quand même de le dire. Donc est-ce que ça en fait une maladie chronique? Eh bah, oui, forcément, Ouais. puisque de toute façon, si on n'en guérit pas, Mmh. on est dans le chronique. Vous avez jamais vu de cas de personnes chez qui ça passait, on va dire, de façon tout à fait naturelle? Avec alors, les consultants que j'ai pu avoir, dans mon bureau, à la fois quand on a pu combiner, le traitement allopathique, parfois pas parce que la personne ne voulait pas en prendre, mais en modifiant l'alimentation, c'est-à-dire en apportant un rééquilibrage alimentaire. Il suffit pas non plus de frustrer la personne et de lui changer ses habitudes du jour au lendemain. Et en apportant aussi à côté des solutions pour gérer le stress, j'ai eu de très, très bons résultats. De très, très bons résultats. C'est-à-dire qu'il y a personne qui était, entre 25 et 30 au niveau du score est arrivé en dessous de 10. Alors attendez, on explique. On explique.
Le score. Le score. Comment on pose un diagnostic quand on soupçonne justement ce syndrome des jambes sans repos? Alors, il va y avoir un score, enfin un questionnaire à remplir qui va vous donner un score établi sur 40. Entre 0 et 10, c'est léger. Entre 10 et 20, c'est modéré. Et puis, au-delà de 20 jusqu'à 30, on est dans assez sévère. Et au-delà de 30, on est dans un score très sévère. Ce qui veut dire qu'on va avoir généralement une prise en charge allopathique au-delà de 20 pour permettre à la personne de continuer de vivre correctement. Puisqu'il faut comprendre que ces symptômes vont vraiment altérer la qualité de vie de la personne. C'est une des dimensions de la maladie qu'il faut prendre en compte, hein, le côté handicapant. Handicapant, et c'est surtout que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque étant donné qu'on n'a pas vraiment de traitement efficace, la personne, son sommeil est perturbé. Une personne qui dort mal, on va savoir que dans le reste de la journée, on va avoir plus de stress, plus de fatigue, qu'au niveau physiologique, on va avoir aussi une fatigue qui peut être digestive, on peut avoir une constipation, enfin voilà, donc on va encore plus, je dirais, encrasser le système, le terrain, et puis amener ces symptômes, en tout cas les nourrir. Donc c'est vraiment essentiel de prendre en charge cette maladie vraiment dans sa globalité et ne pas uniquement focaliser sur le symptôme, ces jambes qui bougent, pour aller vraiment permettre à la personne de s'en libérer presque totalement. Vous avez une prise en charge holistique. Holistique, tout à fait, ouais. Pour ce qui est des symptômes, ce sont des symptômes qui apparaissent essentiellement en fin de journée ou la nuit. C'est ça. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on a étudié Alors, est-ce qu'il y a un relâchement du corps? C'est ce relâchement du corps qui fait que on va avoir des mouvements périodiques, anormaux. Mais alors, la science en elle-même, on peut expliquer le processus au niveau dopaminergique, puisque ces neuromédiateurs vont vraiment amener la relaxation dans le corps. Et étant donné que dans ce syndrome, la personne a du mal à assimiler cette dopamine, forcément, ça va se ressentir au niveau musculaire et aussi au niveau nerveux. Et de nouveau, on repart, c'est-à-dire qu'on nourrit le syndrome. On pense aux conjoints, en tout cas à ceux qui partagent le lit des personnes qui souffrent des syndromes des jambes sans repos. C'est quoi? C'est comme quelqu'un qui nagerait le crawl? Enfin, ça ressemble à quoi les mouvements? Des mouvements anormaux. Alors ça peut être des secousses, ça peut être le besoin de bouger. Du coup, la personne dans son lit va se retourner et se retourner et encore et encore. Et effectivement, c'est vrai ce que vous dites, c'est que parfois c'est le conjoint qui amène la personne à consulter à cause de ces dérangements la nuit. La personne va dormir, ne va pas forcément se rendre compte qu'elle est en train de bouger, mais c'est le conjoint qui, lui, du coup, ne dort plus. Oui. T'as battu la mesure toute la nuit. C'est ça. C'est toute la nuit, d'ailleurs, que le mouvement se manifeste, ou c'est juste sur une période? Alors, quand on entend les personnes en parler, ça peut se manifester plutôt à certaines période de la nuit. C'est-à-dire que vers 2-3 heures du matin, ça va s'amplifier, ou au lever du jour. Et la personne va devoir se lever de son lit, marcher dans sa chambre, faire du mouvement pour pouvoir après essayer de retrouver le sommeil. Donc, d'une personne à l'autre, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la prise en charge holistique, c'est on va individualiser la prise en charge. Une personne n'aura pas forcément le même symptôme, les mêmes manifestations au même moment de la journée, mais en tout cas, on sait que ça se déclare à peu près vers l'âge de 40-50 ans, et c'est souvent en début ou en milieu de soirée, les premiers symptômes. Et puis, plus on va attendre, plus ça va commencer tôt dans la soirée. Les Américains appellent ça les night walkers. C'est ça. Les marcheurs de nuit. Les marcheurs de la nuit, oui. Et effectivement, c'est la nuit où c'est le plus dérangeant. Pour en terminer avec le diagnostic, est-ce qu'il y a un examen qui pourrait valider le fait qu'on souffre d'un syndrome Rien que déjà des jambes sans repos? ce questionnaire. C'est-à-dire que c'est juste un questionnaire déclaratif, en fait. C'est ça, voilà. Et fait Il n'y a pas de par un prise de sang, professionnel. il n'y a pas de... Si, alors dans la prise de sang, après, on va aller confirmer ce syndrome avec justement... Alors, toutes les personnes ne sont pas forcément anémiées. Mais en tout cas, quand on va regarder la ferritine sérique, on va déjà trouver s'il y a une carence, ça va pouvoir être un critère de diagnostic. Après, moi, je suis pas médecin. Je ne fais pas de diagnostic. Vous arrivez après. J'arrive après. Quand la personne a vu
tous les médecins, tous les spécialistes et que personne n'arrive à la soulager. C'est à ce moment-là qu'ils arrivent dans mon cabinet. D'accord. Vous commencez par quoi? Alors, finalement, vous avez quelqu'un qui arrive, qui souffre d'un syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce que vous commencez par faire avec cette personne? Alors, étant donné que la naturopathie ne va pas chercher à guérir le symptôme, on va avoir des béquilles pour, dans le quotidien, permettre à la personne de continuer de vivre de façon correcte. Mais l'objectif, c'est à travers l'anamnèse, de pouvoir trouver la source, l'origine. Et dans toutes les personnes que j'ai pu avoir en consultation, on retrouve toujours d'autres facteurs présentant une acidose métabolique, donc un syndrome d'inflammation, je dirais, de bas grade, puisque ça se manifeste pas de façon violente. Alors, et donc, à travers l'alimentation... C'est quoi cette inflammation de bas grade? Il va y avoir dans notre alimentation et dans notre hygiène de vie des facteurs qui vont acidifier le pH plasmatique. C'est-à-dire que dans votre corps, vous avez un pH, un potentiel hydrogène, qui est généralement légèrement alcalin. On a certains organes où on va avoir un pH qui va être acide, parce que c'est la fonction. C'est à travers l'acidité qu'on va dégrader certains aliments, au niveau de l'estomac, mais de façon... Qui est très très acide pour le coup. Très très acide. Ouais, très, pour très, le coup, là, faut pas y mettre le doigt. Non. Là, c'est très très acide. Ouais. Mais en tout cas, le reste du corps doit être légèrement alcalin. L'alimentation, trop riche en protéines animales, généralement, va acidifier l'organisme, puisque la digestion de ces protéines va avoir pour conséquence la production d'acide urique. Après, il y a dans l'hygiène de vie le sport intensif. Le sport intensif va augmenter la production d'acide lactique au niveau des muscles, et cet acide lactique après repart en circulation. Il y a aussi, on n'imagine pas, mais rien que le travail intellectuel. Quelqu'un qui est très dans le mental, le cerveau va libérer de l'acide phosphorique. Et du coup, on peut avoir dans le quotidien une trop grande production d'acide. Simplement, nos organes, notamment les émonctoires, n'ont pas forcément la capacité à éliminer. Alors, les émonctoires, ce sont... les organes de nettoyage, on va dire, de l'organisme. Le foie, les reins. Les intestins, les poumons, la peau, et l'utérus chez la femme. Ce sont des émonctoires secondaires, mais qui ont aussi leur rôle. Ouais. Et quand on a trop d'acide dans les tissus, dans les liquides, on a une inflammation de bas grade qui va se manifester d'une personne à l'autre de façon différente. On peut avoir, moi j'ai vu des enfants avec des eczémas très sévères, des enfants déjà à 8 ans sous IPP parce qu'ils avaient déjà des remontées hyper acides. Là, on va modifier l'alimentation, parce que rien qu'en modifiant l'alimentation, on va pouvoir déjà travailler sur ce pH. Donc, on va travailler là-dessus, on va travailler sur le stress, parce que le stress, il peut être très bien, il peut être motivateur, il peut nous pousser à agir, mais dans le quotidien, il y a beaucoup plus de stress, parce que on rumine, parce que on a une charge mentale qui est assez importante, et puis parce qu'on est aussi des êtres émotionnels. Vous procédez à ce que vous appelez un décodage biologique. À quoi ça sert, un décodage biologique? Alors, le décodage biologique des maladies, c'est de pouvoir comprendre, à travers les manifestations cliniques du corps, à quelles émotions elles peuvent être rattachées. Le corps, c'est vraiment une cartographie de nos émotions. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Vous êtes formé à la médecine traditionnelle chinoise? J'ai pas une formation complète, mais j'en ai pas mal de connaissances. Je n'ai pas fait que ça en médecine symbolique. Par contre, ce qui est vraiment essentiel de comprendre, c'est que c'est pas parce que je traverse un événement ou une situation qui émotionnellement va provoquer un tsunami que je vais forcément déclarer le symptôme qui est associé. Par contre, le symptôme va me montrer que effectivement je suis passée par un événement que je n'ai pas pu exprimer, que j'ai refoulé, et le corps, à travers ses empreintes, à travers ses symptômes, vient m'indiquer qu'il est temps peut-être de se poser et de comprendre pourquoi il y a ce symptôme qui se manifeste. Dans le syndrome des jambes sans repos, il y a plusieurs choses à comprendre à travers la manifestation. D'une part, il peut y avoir l'anémie, le fer. On manque de fer. Et oui, parce qu'à trop en fer,
le fer, se dégrade beaucoup plus rapidement. Parce qu'effectivement, dans toutes les consultations que j'ai pu avoir à travers les anamnèses, je me rends compte que ce sont bien souvent des personnes avec des croyances bien ancrées sur « il faut être dans l'action ». Voilà. Ne rien faire, c'est pas concevable. Donc ce sont souvent des personnes qui sont hyperactives. Ça peut être au niveau physique, mais ça peut être aussi au niveau intellectuel. C'est-à-dire que je ne lâche pas, il faut toujours que je pense ce que je pense. Et le fait de se mettre au repos va générer énormément d'angoisse. Et le corps étant habitué à être tout le temps dans l'action, lui, il comprend pas qu'à ce moment-là, il faut rien faire. Du coup, il va continuer. Il va continuer à agir et par là même, d'un point de vue inconscient, déculpabiliser la personne d'être au repos. Donc on a toujours, à travers les symptômes, on parle aussi de crise d'élimination, que ce soit au niveau physiologique. Alors, en naturopathie, on sait que les symptômes, c'est une crise d'élimination de toxines, de toxiques, mais aussi au niveau émotionnel. Psycho-émotionnel. Et alors, vous dites dans votre livre que ça peut être lié au père. Oui, parce que... Au papa. Au papa. Parce que l'action, c'est le yang. Le yang, c'est l'énergie qui nous habite, qui est une énergie de mouvement, d'action. Et du coup, le fait de toujours être en action, on a une inflation de ce yang. On a en nous ce qu'on appelle un couple intérieur de polarités qui sont en opposition mais qui sont complémentaires. Le yang qui est latéralisé à droite et le yin qui est latéralisé à gauche. Donc chacun étant relié à un hémisphère cérébral croisé. Et ça, on a pu déjà le voir en neurosciences. C'est-à-dire que chaque hémisphère cérébral va avoir des particularités. Et du coup, le corps étant en permanence en action, on a vraiment cette inflation du yang. Mais de toute façon, je le vois aussi en consultation. Les femmes qui ont un syndrome des jambes sans repos ont vraiment des caractéristiques masculines très ancrées, très profondes. Et de les faire revenir dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans l'énergie du féminin, qui est une énergie de calme, c'est ne rien faire. C'est se centrer, c'est revenir à l'intérieur de soi. Et bien là, ça bouscule. Et on parle du syndrome des jambes sans repos avec mon invité ce matin, Marianne Bunicourt, naturopathe et thérapeute psychocorporelle. Et vous publiez, vous avez coécrit Le syndrome des jambes sans repos, le guide de santé naturelle pour apaiser les symptômes aux éditions d'Angle. Alors, on a vu tout à l'heure les origines psycho-émotionnelles de ce trouble. On va parler un petit peu d'arsenal thérapeutique, mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, pas d'automédication. C'est pas parce que c'est de la phytothérapie, ce sont des plantes ou ce sont des huiles essentielles qu'il faut vous lancer tout seul à faire n'importe quoi. Voilà, là vous avez un guide de bonne pratique, mais c'est bien expliqué dessus qu'il faut demander déjà d'une part, si vous avez un traitement allopathique classique, conseil à votre médecin. Et puis, être suivi, si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau des remèdes naturels, par un naturopathe. Ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît ou qui est formé en aromathérapie ou en phytothérapie. C'est important parce que les plantes peuvent interagir avec les traitements. C'est ça. Il y a certains traitements, on sait qu'il peut y avoir des interactions avec les molécules en phytothérapie, même en aromathérapie. Ensuite, il y en a d'autres qui sont plus, je veux dire, moins contre-indiqués. Oui, moins d'action. Moins d'action, mais en tout cas, tout traitement, qu'il soit naturel ou allopathique, nécessite des prescriptions. Et puis, c'est pareil, c'est adapté à la personne. C'est-à-dire que là, vous avez dans l'ouvrage une multitude. Il y a tout ce qui existe. C'est pour ça que je parlais d'arsenal, parce qu'exactement, vous présentez toutes les méthodes qui peuvent justement aider à prendre en charge les symptômes du syndrome. Voilà. Et voilà, vous jetez pas corps et âme à prendre tout, parce que là, vous allez passer votre journée à boire des infusions, à prendre des gélules. Donc non, c'est pas l'objectif, c'est pas ça. C'est vraiment de trouver le remède qui vous corresponde. On le disait en début d'émission, mais à l'heure actuelle, la médecine allopathique a encore des difficultés à trouver un traitement pour les jambes sans repos. Donc, la naturopathie vient comme un complément, justement, pour aider les gens qui sont en errance de prise en charge. C'est ça. On va avoir à la base un traitement, je dirais, symptomatologique, avec pour vraiment
aider, la personne à ne plus souffrir dans son quotidien. Et puis, on va avoir aussi un rééquilibrage au niveau de l'alimentation puisque, l'inflammation de bas grade est liée aussi à ce qu'on mange. Mmh. On est ce qu'on mange, ne l'oublions pas. Donc il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où, on mange tout prêt, on mange tout transformé. Avoir un petit potager dans son jardin, c'est un luxe et puis il faut du temps. Donc voilà, avoir une alimentation qui soit cohérente avec les besoins de notre corps, ça nécessite aussi Mmh. un apprentissage puisque c'est plus ce qu'on Mmh. nous apprend à l'école. Alors vous demandez de privilégier une alimentation hypotoxique, c'est-à-dire? C'est-à-dire une alimentation qui va être riche en fruits et légumes, de préférence crus, bio, en tout cas, sur un circuit court pour qu'il y ait le moins de pesticides, d'herbicides, puisque ça aussi c'est des toxiques pour l'organisme. Avec, de préférence des protéines animales, je dirais, heu, de façon modérée et puis, en les privilégiant le matin et le midi. C'est-à-dire que dans les protéines, il va y avoir certains acides aminés dont le tryptophane et la tyrosine, qui vont être les précurseurs de la dopamine et de la sérotonine, donc des hormones qui vont contribuer au bien-être, mais aussi à diminuer, les symptômes du syndrome des jambes sans repos. Donc on va éviter, le petit déjeuner, sucré, à la française, beurre, tartines, confiture, café. Ça aussi, c'est toxique. Miel, Miel, alors, voilà, pareil, d'où il vient et puis c'est qu'est-ce bon qu'il y a pour la dedans? santé le miel, mais c'est sucré. Mais c'est sucré Ouais. et parce que les petits déjeuners sucrés vont augmenter, la glycémie dans la matinée. On va avoir un index glycémique qui va, monter très rapidement et qui va redescendre aussi vite et qui va du coup, provoquer ce qu'on appelle nous un mécanisme d'insulinorésistance et puis derrière qui va provoquer aussi des fringales. En mangeant les protéines au petit déjeuner, on va être beaucoup plus rassasié et on va avoir tous les nutriments nécessaires pour la production de ces neuromédiateurs. Le soir, on va privilégier un repas assez léger, puisque de la même manière, hein, la digestion, heu, mobilise de l'énergie et donc le soir, voilà, avant d'aller se coucher, on n'a pas besoin d'être surchargé et l'alimentation, je dirais, idéale le soir, c'est, voilà, des salades, des crudités, des fruits. On limite aussi les glucides, mais type féculents. Et puis avoir de bonnes huiles dans l'alimentation. C'est pour ça que, Ronald nous parle de l'alimentation, méditerranéenne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a quand même de très bonnes huiles et toujours veiller à ce ratio oméga 6, Mmh. oméga 3, puisque les oméga 6 sont pro-inflammatoires et les oméga 3 sont anti-inflammatoires. L'alimentation occidentale fait qu'on a un ratio, allez, entre 1 oméga 3 pour, Mmh. entre, 10 et 60 oméga 6. Alors, faut traduire, hein, pour ceux qui sont pas encore Alors voilà. spécialistes. Déjà sur les huiles, on parle toujours de l'huile d'olive, mais il y a pas que Il y a l'huile pas que d'olive. l'huile d'olive, Enfin, faut on pas va avoir l'oublier. voilà, on va Et avoir compte tenu aussi de son prix aujourd'hui, ben, voilà, l'huile de colza qui peut être très bonne aussi, parce que très riche aussi en oméga 3 et puis l'oméga 3, on va le trouver essentiellement dans les petits poissons, dans les poissons, type maquereau, sardines et dans les oléagineux. Donc ne pas non plus, lésiner sur les huiles d'oléagineux, heu, pour pouvoir vraiment avoir dans son quotidien suffisamment d'huile. On estime qu'il faut à peu près 3 cuillères à soupe d'huile par jour dans l'alimentation, pour avoir ces quantités d'oméga, 3, 6, 9, en mmh, suffisance. mmh. Et donc, quand on fait une salade, bien souvent, on met 1 à 2 cuillères, mais c'est tout. Donc ne pas, voilà, hésiter à en rajouter un petit peu quand on a déjà un syndrome inflammatoire. En tout cas, une inflammation de bas grade qui est, supposée. Vous, quand vous rencontrez quelqu'un, vous, préconisez toujours, un contrôle de l'équilibre acido-basique. Comment ça se contrôle ça? Alors, on va le contrôler à travers, déjà un questionnaire. C'est-à-dire qu'on va, à travers l'anamnèse, aller, voir le fonctionnement de tous les Mmh. systèmes. Donc il y a des questions sur le système urinaire, sur le système digestif, sur la peau, voilà. Et puis en fonction des réponses qu'on va avoir, on va déjà avoir un tableau aussi «clinique» entre guillemets, même si on fait pas de diagnostic, Mmh. qui va nous permettre de dire: «Bah, voilà, cette personne, elle a une acidose quand même, en tout cas, elle a des symptômes qui sont liés à cette acidose métabolique». Après on peut, avec une bandelette, par exemple pour la salive, on sait que la salive, elle est légèrement basique, mais en fonction de la salive, du pH salivaire, on peut déjà avoir un reflet du pH de l'organisme. Moi, ça m'est déjà vu enfin, j'ai déjà vu des enfants avec un pH salivaire
même pas 5, alors qu'il devrait être à 6,5. Et donc là, on a déjà une très, très bonne acidose. Et derrière, bon, voilà, il y avait un tableau clinique qui montrait. Mais il faut savoir que le pH, c'est une échelle qui est logarithmique. C'est-à-dire que quand on passe de 7 à 6, c'est 10 fois trop acide. Quand on passe de 7 à 5, c'est 10 par 10, donc on est à 100 fois trop acide. On sait que le coca, c'est 3,2 sur l'échelle du pH. Donc buvez du coca, imaginez bien que, voilà, derrière, vous allez avoir une acidose réactive. Et en fonction de l'alimentation, voilà, ça va se chroniciser aussi. Alors, vous proposez dans votre livre, alors il y a 2 régimes, hein, il y a un régime classique et un régime dopaminé. Qu'est-ce que vous appelez les aliments dopaminés Alors, à privilégier? À privilégier, ça va être justement les aliments riches en tryptophane, en tyrosine. Donc on peut avoir les avocats, les bananes, on va avoir aussi la tomate. Enfin voilà, vous avez déjà la liste qui est c'est complète dans le livre, mais effectivement, des aliments naturels. Plus vous allez vous rapprocher d'une alimentation vivante, plus vous allez pouvoir atteindre cet optimum du pH. Le neurologue qui partage l'écriture de votre livre parle d'une étude qui a été menée sur l'action d'un champignon médicinal. Ouais. Hein, donc là, ça a été mené. Alors, il y a une 50aine de patients qui ont été Moins, mais peu moins, voilà, ouais. beaucoup moins même. Enfin voilà, une vingtaine. Mais en tout cas, par rapport à son activité et toujours sa quête, de toujours bien faire et de répondre aux attentes des patients, il a été un peu mis au pied du mur, puisque là, il s'est rendu compte que les traitements qu'il proposait avaient leurs limites. Même s'il y en a certains qui étaient soulagés sur du long terme, il y en a beaucoup pour qui c'était pas le cas. Et on partage nos expériences. Donc voilà, il m'a dit: «Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux proposer qui soit efficace?» Donc j'ai commencé à lui parler des traitements qu'on pouvait trouver en naturopathie. Et puis je lui ai fait rencontrer Joël Cartery, qui fait de la médecine traditionnelle chinoise et qui lui a parlé du reishi. Donc c'est un champignon, on l'appelle en médecine traditionnelle chinoise le champignon de la longévité. Et d'ailleurs, la médecine traditionnelle chinoise préconise de prendre à partir de 40 ans, puisque on sait que sur plusieurs mois, il y a aussi une efficacité sur la peau. C'est pour ça qu'on l'appelle le champignon de la longévité. C'est un champignon de la jeunesse. Il va avoir un impact sur le pH, puisqu'il est alcalifiant pour l'organisme, mais il va avoir un tropisme qui est quand même très varié. C'est-à-dire que comme c'est une plante adaptogène, on va proposer au corps différentes molécules, et c'est le corps qui va prendre ce dont il a besoin. C'est-à-dire contrairement à un traitement allopathique qui va forcer un système à fonctionner plus ou à fonctionner moins, ici on n'a pas ce phénomène. C'est-à-dire que c'est le corps qui prend ce qu'il a besoin. Et du coup, il a testé. Il a contacté un laboratoire pour savoir si on pouvait proposer le reishi. Et donc, il les a suivis sur plusieurs mois. Donc à chaque fois il les a vus avant, pendant, après et encore après, pour voir un petit peu l'évolution de leurs symptômes. Et il a eu énormément de côtés positifs. Faut quand même comprendre que dans les personnes qui ont eu ce traitement, il y en a une qui a arrêté. Parce que derrière, ça a provoqué ce qu'on appelle, nous, une crise curative. C'est-à-dire que quand on remet en circulation les toxines, il y a des symptômes qui peuvent s'accélérer. Bon, les résultats de l'étude sont dans le livre, de toute façon, pour voir ce que ça a donné. Voilà. Je voulais voir avec vous en phytothérapie. Alors, il y a ce qu'on appelle la dopamine naturelle. Ouais, le griffonia, on peut trouver. Alors, c'est une plante qui est riche en L5-HTP, donc qui va augmenter la production de dopamine et de sérotonine. Donc c'est une plante qu'on va privilégier sur le repas du midi, puisque la sérotonine est favorisée en fin de journée. Et la sérotonine étant le précurseur de la mélatonine, voilà, on retrouve un bien-être au niveau du sommeil, au niveau du stress aussi. Mais là, il y a eu des recherches scientifiques qui ont prouvé que c'était actif sur les symptômes. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est. En fait, on agit sur la source. On agit sur la source, c'est-à-dire l'équilibrage. C'est un modulateur dopaminergique. Donc de la même manière, il donne ce qu'il faut au corps et le corps fait ce qu'il veut avec. Alors vous vous intéressez à une substance, le CBD, dont on parle beaucoup, et sur les effets qu'il pourrait avoir sur les symptômes, même si c'est pas très politiquement correct. Alors, il y a des clients qui l'utilisent
Et pareil, chez certains, ça marche très bien Mmh. et chez d'autres, on a aussi les limites. Chez d'autres, ça peut aussi occasionner un petit brouillard mental donc voilà, c'est pas quelque chose que moi je recommande systématiquement. Je dirais que le reishi est beaucoup plus efficace. Mmh. Au niveau des huiles essentielles, quelles sont les huiles essentielles, avec lesquelles on obtienne des bons La résultats? lavande et la lavande a été, Alors quelle lavande? Parce qu'il y a plusieurs lavandes, hein. officinale. Oui, bah, après, les huiles essentielles ont à peu près 75 principes actifs donc même si on n'a pas la bonne lavande, c'est pas grave. Culpabilisez pas, il y aura quand même de l'effet. Mais il y a des études scientifiques qui ont été, faites, notamment chez les personnes qui étaient dialysées, puisque pendant la dialyse et ben, les symptômes étaient vraiment handicapants. Donc pendant les dialyses, dans certains services, on masse les pieds des personnes et les jambes avec, de la lavande et ça Donc là, c'est en massage, hein? en Ouais. massage au Mmh. niveau des pieds Ouais. et des jambes. Bien. Votre livre est passionnant. Bon, il y a énormément de pistes, Ouais. hein. Comme on vous l'a dit, vous prenez pas tout. Toujours avec On un va. naturopathe, votre médecin, vous posez des questions, hein. Pas d'automédication. Ça, c'est important C'est ça. qu'il faut retenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, le syndrome des jambes sans repos n'est plus sans solution. Vous proposez donc le guide de santé naturelle pour apaiser les symptômes. C'est aux éditions d'Angle. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube et vous verrez que Marianne ressemble à Vanessa. Beaucoup. Spéciale dédicace.